C'est l'heure de l'apéro du mardi. Oui, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait celui-là. Habituellement, on vous dit les équipes dont on parle ou les joueurs dont on parle. On va y venir. Alex, on s'installe. Comment ça va ? Ah bien, impeccable. Pépère ? Comme un grizzly. Oui. Comme un voilier. Tout à fait. Magnifique. D'ailleurs, tous les voiliers et les grizzlies qui nous regardent, on vous fait la bise. On sait que c'est bientôt l'heure d'hiberner. J'aurais dû mettre mon hoodie marin en fait. Ouais, de ouf. Les Clippers. Ouais. Et j'aurais dû mettre torse-poil, j'aurais ressemblé à un grizzly, voilà, un peu maigre, mais bon, ça irait quand même. Ouais. Du coup, on vous fait évidemment la bise, et surtout les fans de Memphis et de Los Angeles, surtout ceux des Clippers. D'ailleurs, j'en profite tout de suite pour en mettre une petite, parce que ça fait plaisir, la meilleure franchise de Los Angeles. Ce sont les Clippers. Ce sont les Clippers. Tu peux la séquencer, Clippers France, comme tu ça peux tu peux la mettre en boucle. C'est la meilleure franchise. Il fallait qu'on parle de ces deux franchises. On avait fait des émissions déjà et des apéros sur plusieurs petites franchises individuelles. On avait aussi parlé de deux franchises qui avaient besoin de se relancer. Là, on en parle de deux qui sont vraiment au top. On a fait Wizards Thunder qui allait mal. Là, on fait Grizzlies Clippers qui vont bien. Qui vont très bien. Très bien. D'ailleurs, vous connaissez le curse, Trash Talk apéro curse. Désolé pour les prochains résultats de ces franchises. Vous savez que quand on parle d'une équipe, c'est foutu. Il faut bien qu'on fasse respecter un peu nos pronostics, parce que je vous rappelle qu'en preview, on les avait pas mis là exactement. C'est ça. Après, il n'y a qu'une quinzaine. Oui, 17 matchs. On est à 16 matchs, ouais, tout à fait. Un mois de compétition, mais donc il faut se calmer un peu. On a parlé de Denver, maintenant ils sont limite lanterne rouge. Sacramento, ils sont. Ça va, ils se reprennent. Ils ont battu le Thunder. Oui, c'est pas si mal. C'est bien. Non, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que quand même, comme on l'avait prédit, les Clippers et les Grizzlies font la course en tête dans la conférence Ouest. Tout à fait. Comme tout le monde d'ailleurs, la plupart des gens l'avaient pronostiqué. Je pense que vous pouvez le dire tout à fait en commentaire quand vous avez fait les previews 30 en 30 jours. Au bout d'un mois de compétition, le podium de la conférence Ouest, il y a Portland, Memphis et les Clippers. Blazers. C'est bien. Mais c'est ça aussi la NBA, sa magie, le calendrier, tout ça. Et donc ce qui est intéressant, pourquoi pas faire les Grizzlies d'un côté et les Clippers de l'autre ? On aurait pu, Tout à fait. Mais elles ont quand même un point commun, je trouve, ces deux teams. C'est starless quand même. C'est exactement. Ce sont des collectifs sans énormes stars. C'est ça. Il y a des bons joueurs. Avec tout le respect qu'on a pour Marc Gasol, McConney, Tobias Harris et compagnie, ou Gallo, etc. Ça, c'est des bons joueurs, des très bons joueurs, des level all-stars ou pas loin. Oui. Mais ce sont pas des superstars. C'est ça. Et d'ailleurs, on peut avoir toute la saison sans qu'il y ait un seul membre de cette équipe, de ces deux équipes, qui soit all-star. C'est tout à fait possible. Mais avec des collectifs qui cartonnent. Je sais même pas si on a un gars. Si Tobias Harris doit être à un peu plus de 20 points de moyenne. Oui. Mais sinon, non. Non, bien sûr. C'est le seul, tout à fait, de ces deux équipes. Et donc, justement, Alex le souligne bien, on va parler de ces deux collectifs. On va commencer par nos amis les Clippers, qui sont donc eux aussi à 11 victoires pour 5 défaites au moment où on tourne. C'est très bien. On est sur 5 victoires de suite, si je dis pas de bêtises. C'est bien en ce moment. Ouais, je crois que je les avais. C'était 5 victoires à peu près. Oui, c'est ça. Je crois. 5 victoires de suite. C'est très bien. C'est très très bien les Clippers, avec un effectif, on en avait parlé dans la preview notamment de la saison. En termes de profondeur, Doc Rivers peut faire appel à tellement d'armes différentes, c'est assez fabuleux quand même. Premier point très intéressant, effectivement, c'est deep. C'est tellement D'ailleurs, deep. on le voit, là depuis quelques matchs, Avery Bradley est blessé, alors qu'il avait commencé la saison titulaire. Il n'y a pas de problème. Shai Gilgeous-Alexander, bonjour. On arrive. Je suis rookie. On arrive. Pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est très intéressant. Tous les postes sont doublés. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment jouent ces Clippers. C'est-à-dire, quand on regarde un petit peu les stats plus ou moins avancées, j'ai pris quelques notes de stats avancées. J'en ai fait un peu parce qu'on s'y connaît pas trop en basket. Non, mais bon, les stats avancées, ça aide à... J'aime bien pour avancer ou plus ou moins avancer, parce que là, par exemple, offensive rating, c'est le point fort. Top 10 des Clippers. Quatrième aujourd'hui. Donc, les Clippers sont top 5, sont parmi les 5 meilleures attaques de la ligue sur ce début de saison. Les Clippers scorent beaucoup de points. Ouais. Les Clippers jouent à une pace assez élevée, au-dessus de 100. Et là, pareil, c'est top 5. Il y a 10 équipes à 100 et plus. Non, c'est 8e, je crois, ou un truc comme ça. Ou un truc comme ça. Non, parce que ça joue très vite. Cette année, on a fait un apéro là-dessus tout au début. La tendance n'a pas bougé. Non. À côté de ça, ils ont une défense average autour de la 15e place. C'est ça. Et donc, quand tu as une attaque, leurs adversaires. C'est ça, ils ont décidé, en défense, on va être moyen, mais par contre, notre attaque va vous rendre fou. Et pendant 48 minutes, parce qu'ils ont trop d'armes. Exactement, en fait. c'est ça. Parce que, donc, voilà, Tobias Harris, un peu plus, presque 21 points par match. Gallo est quasiment à 20 points par match. Alors, on va en parler un de chacun, parce que... Je te fais juste un global comme ça pour montrer la profondeur du truc. Donc, Harris 21, Gallo 20 points,
Lou Williams est à 19 points par match en sortie de banc. Montrezl est à plus de 15 points par match. Plus de 15 points par match. Ça fait déjà 4 joueurs à 15 points et plus. Et derrière ça, t'as toute Shai, une... Alors, Shai, il est à 10 points, lui. Boban. Shai, il est à 10 points, je le mets à côté, mais parce qu'on va en parler aussi. Mais après, t'as toute une tripotée de gars entre 5 et 8 points. Ils sont Mike Scott, Avery Bradley, Luke Gortat, Bahamouté, Boban, Patrick Beverley, tout ça met entre 5 et 8 points à tous les matchs. Et bon, t'as le petit Shai qui est à 10 points. Font bizarrement penser aux... Donc, les mecs, ils jouent vite. Ouais, bien sûr. Les mecs, ils courent. Ça, eux seuls. Ça se bat, notamment au rebond. Oui. On voit bien, rebond défensif. 4e meilleure équipe de la Ligue. C'est-à-dire que... ils ont de l'athlète aussi. Quand tu rates ton tir, tu revois pas la balle. Non, la seconde chance contre les Clippers, c'est pas souvent. Tu abandonnes. Parce que Montrezl, parce que Tobias Harris est actif au rebond, parce que mine de rien, Gallinari, il va prendre ses rebonds. Et puis les Shai Gilgeous, c'est trop grand. Les Beverley, les Bahamouté, Boban, évidemment, tout ça se bat. Donc, bien sûr. Non, ce qui est hyper étonnant, tout à fait. Le collectif. Et ce qui est hyper étonnant, c'est que pourtant, quand on débarque là cette saison après l'été qu'il y a eu, je veux dire, en un an, t'as plus Blake, t'as plus DeAndre. Normalement, ta raquette est un peu plus open bar. Et en fait, les Clippers en soi arrivent à bien verrouiller collectivement, quoi. Suffisamment pour que tu puisses outscore. Ils font beaucoup penser. Alors après, les comparaisons d'année en année, c'est un peu bizarre, mais il y a quelques saisons, tu sais, sous George Karl à Denver, il y avait cette espèce d'équipe de Denver qui s'était fait sortir au premier tour avec Iguodala, Kenneth Farid, qui fait leur meilleur bilan limite de l'histoire. Tout à fait. Où ils sont donc 8 à 10, où il y avait déjà Gallo d'ailleurs, je crois, Gallinari qui était là, et donc il y a Kenneth Farid, André Iguodala, Ty Lawson, c'était ultra deep, sans avoir de All-Star, et donc les mecs avaient juste complètement défoncé les classements prévisionnels, parce que ça joue dur tous les soirs, et quand t'as un remplaçant qui fait le taf, tu peux te permettre d'avoir un titulaire qui est pas bon. Exactement, et donc quand on a fait les previews, on s'attendait à voir cet effectif profond des Clippers se battre, ne pas être facile à jouer et tout. Honnêtement, on s'attendait pas à ce qu'ils attaquent aussi bien. Non, bien sûr. Franchement, on s'attendait pas. Tout à fait, il devait y avoir une répartition nouvelle. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on peut parler évidemment de chaque joueur un par un. Tobias Harris, contract hier, il veut clairement aller au All-Star Game et il est dans les discussions. Donc il est à 50% au tir, 43% de loin. Voilà, et t'es le meilleur marqueur d'une équipe qui est podium de l'Ouest. On verra dans un mois. Mais rien le meilleur marqueur de l'une des meilleures attaques. Bien sûr, c'est vachement bien Tobias. Et il n'hésite pas et il connaît son rôle. Il va pas essayer de se créer une nouvelle identité. Il sait juste qu'il doit soit se lâcher, soit tirer à 3 points, provoquer des lancers. C'est super. Il peut discuter vénère dans la discussion des All-Stars, alors que d'habitude... Il va tenir encore tout le monde bien sûr, comme ça. Bien sûr, surtout les résultats collectifs, parce qu'il pourrait. La grosse surprise, c'est évidemment... Je trouve que Gallinari, on en a parlé un petit peu notamment sur ce week-end. Je touche du bois parce que je veux pas lui porter la poisse. Il n'a pas manqué un match. Il n'a pas manqué un match encore. Donc ça, dans l'histoire de Monsieur Gallinari... Dans l'histoire de Gallo, normalement, au bout de 10 matchs, il n'y a personne. Parce qu'après, on va passer à Memphis, il y a un autre élément dont on parlera. Mais là, clairement, Gallinari, tu le disais là, ses antécédents physiques et à l'infirmerie sont tellement chiants, pour le moment, c'est trop bien. Et tout ça, attends, à quoi ? Il y a 95% en lancer et 46% à 3 points. Bon, voilà, Et puis il va chercher des lancers. Hein. Et ça cherche toujours ses lancers. Et quand tu fais faute sur Gallo, il y a 2 sur 2. Quoi. Donc c'est vachement bien. Bien sûr. Derrière Lou Williams, évidemment. Tu sors du banc Lou Williams. Avec Montrezl. La paire est Montrezl, il peut jouer titulaire en fait. Enfin, bien sûr. Il joue plus de minutes que Gortat. Hein. Ouais, bien sûr. Mais parce que c'est normal. Il est incroyable en sortie de banc. Incroyable. Il fait des doubles-doubles à l'appel. Il a mis la tannée à tellement de monde. C'est un enfer. Hein. Il est petit pourtant pour un pivot. Il est passé par Châteauroux. Il est petit pour un pivot. Quand tu passes par Châteauroux, déjà tu t'endurcis. Jimmy. T'apprends la vie. T'apprends la vie, tu t'endurcis. C'est ça. Et puis t'apprends à mettre les gros paniers, quoi. Avec son bandeau et tout. T'apprends à porter tes cloches, quoi. Ouais, exactement. Est-ce que c'est... Je pose la question, je te la pose et n'hésitez pas à répondre à ça, évidemment. Il a prolongé l'été dernier. C'est un des contrats les plus fins. Il prend, lui. Tiens, je vais checker, vas-y, parle. C'est un des contrats, parce qu'il y a cette bataille là, des contrats les plus intelligents un petit peu de l'été. Il y avait du Joe Harris notamment, dont on avait discuté un petit peu du côté de Brooklyn, qui fait une belle saison aussi. Cette espèce de trophée Joe Ingles, comme on l'appelle, où c'est signé en scred et t'es trop content. Monsieur Montrezl Harrell, je dirais peut-être 10 millions la saison. À peu près 40 millions sur 4. Quoi ? Je crois que ça doit être ça, parce qu'il a... 6 millions là, attends. Peut-être, Non, mais il a re-ranké sur les... Montrezl Harrell, il a 2 ans, 6 millions par an là. Il a pris 12 millions sur 2 ans. Ah oui. Putain. Bon voilà, 6 millions l'année, t'as ça. Ah, ça c'est pas cher. Pour un double-double, les yeux fermés. Et alors, double-double, donc il y a les stats. Il y a une activité qui est incessante. Il prend pas beaucoup de tirs, mais il score parce qu'il provoque plein de fautes. Ouais. Alors en plus, pas besoin de créer. Il prend les rebonds offensifs et il remonte. Je pense que c'est ce plus il court. Ouais, je pense que ça aurait
typiquement duet ce que Kenneth Farid aurait rêvé d'être. Ah bah... Montrezl c'est Kenneth Farid 3.0. Mais quoi. Kenneth Farid, il a pas le 10e du hustle de Montrezl. Non. Oh, t'es salaud. Non, t'es super okay. salaud. Alors je suis salaud. T'es hyper salaud par rapport au début de carrière de Kenneth Farid qui était ultra hustle. Ah ouais, hustle, mais il est plus dans le show. Montrezl, il est dans le hustle, le vrai, le pur, la sueur. On est d'accord. Il dunk, mais lui il fait des dunks appel de pied, il dunk à deux mains. Il est pas dans le alley-oop. Il peut, tu vois. Mais okay. Non mais bien sûr, mais c'est en tout cas techniquement qui bluffe parce que ça devait être juste un. Il se prend pas pour quelqu'un d'autre. Bien sûr. Kenneth Farid, il a tout de suite voulu, genre, déjà c'est peut-être parce qu'à cause du contrat qui lui a été donné et tout, il a voulu shooter, être un peu une option offensive et tout. Montrezl, il s'en fout. Il prend 4 tirs ou 5 tirs ou 6 tirs par match. Il va te faire chier pendant 25 minutes parce que c'est comme ça. Par contre, quand il rentre sur le terrain, genre son objet, c'est un hustle man. Bien plus que Kenneth Farid. Ça boxe trop bien au rebond, vraiment il fait beaucoup trop le boulot et ça perd avec Lou Williams. Et ça perd avec Lou Williams, c'est incroyable. C'est-à-dire que sur pick and roll, c'est déjà une option Lou Williams plus c'est une bonne option. Plus Montrezl qui est dingue à défendre. Pendant ce temps-là, sur le banc, t'as des mecs qui applaudissent. Parce que là, tu dis, ça fait chier. Mais là, t'as Boban qui rentre en jeu. Ouais. Et donc, ça prend trop de place. Et lui aussi, il ne s'invente pas. En fait, je trouve que Doc a réussi vraiment à donner un rôle à chacun de ses mecs et tout le monde se respecte. Parce que c'est du beau boulot, là. Et c'est de la belle ouvrage. Et c'est prolongé aussi. Hein. Et on avait pas mal fait point d'interrogation. Depuis qu'il est plus GM, j'ai l'impression que ça va un peu mieux l'affaire. Ça va. Il est plus focus sur du coaching. Tu sens que Doc, il a eu le bon message en pré-saison. Tu sens qu'il les a mis dans, comme tu dis, il leur a donné des rôles et il les a mis dans les bonnes conditions pour bien jouer. Connaît, ouais. Ça se connaît et il les a mis dans les, je sais pas comment dire, je suis sûr qu'il les a challengés. Enfin, tu vois, on reconnaît un peu la patte du Doc meneur d'homme. Ouais, bien sûr. Tactiquement, ça va. En fait, on voit des bouts de système avec des bouts de circulation. Tu vois, genre moi, je suis là, je regarde les Clippers, je fais putain, c'est. Non, c'est bien. C'est Doc Rivers. Je veux dire Doc, oui, non, mais après ça peut aller parce que il n'a pas été non plus honteux. C'est quand il y a des attentes claires autour de stars que là il a du mal. Quand il y a des équipes collectives, on l'a déjà vu, il est. Je dis pas qu'il a été honteux. Je dis juste qu'il m'a toujours laissé sur ma faim en termes d'achievement, de qu'est-ce que donne un collectif. Boston 2008. T'as 4 All-Stars, 3 Hall of Famer. Non mais Orlando, ses débuts, c'était ça. Hein. C'était une équipe comme ça. Hein. C'est des seuls gars où on n'attend pas, il est coach de l'année. Mais donc là, on retrouve cette espèce de patte. C'est pas mal. Et il y a un côté, le Doc, il hésite pas. C'est-à-dire qu'il voit Montrezl qui est en mode hustle man tout le temps. Bah là, Montrezl, c'est l'intérieur qui joue le plus de la rotation. Entre Gortat et Boban. Tout à fait. Tu vois ? Et il a raison. Ça, c'est typique du. Tu vois, il s'occupe pas un peu des statuts, qui est qui et tout ça. Non. Il met Montrezl, point. Je pense que ce qui les aide aussi un petit peu, et ça, c'est un aspect qu'on oublie souvent chaque saison quand on les démarre. Tu me dis si je dis une connerie. Pas de Beverley, 30 piges. Gallo, pas loin. Oui, Tobias, il y a de l'expérience. pas loin. Il y a du vécu. Bamouté, pas loin. Mike Scott, pas loin. Il y a beaucoup de mecs qui ont du basket. Hein. Non, il y a du vécu. Je pense que c'est une équipe qui a certes des jeunes. Hein. Jérôme Robinson, Shai Gilgeous-Alexander, c'est très bien, mais ils ont quand même beaucoup de gars qui, comme on l'a vu notamment l'année dernière avec Indiana, qui était une équipe dont on parlait. Je regarde Tobias Harris parce que je crois qu'il est beaucoup plus jeune que ça. 26, 27 Ouais, 26. 26 ans, ouais. Mais il y a très peu de gamins, quoi. Il y a beaucoup de darons qui ont envie de gagner ce soir, quoi. Tu vois, donc ils se ramènent tous les soirs, les Clippers, et c'est relou. Donc c'est très très bien de leur part. Après, je regardais un peu sur leur... quoi. Et oui, et Shai Gilgeous, ça c'est superbe. Dis donc. C'est très bien. Moi j'aime beaucoup. Ouais. Pareil, j'aime bien, il a de l'avenir, Sean Livingston, comme il aurait dû être. Il a de l'avenir. Il y a un peu de ça. Ouais, il y a un peu de ça. En plus défensif et peut-être... je sais pas comment dire, il a un côté plus dur que même ce qu'était Sean Livingston. Gilgeous, quand tu le mets en mission défensive, putain, tu sens qu'il s'entraîne avec Patrick Beverley et Avery Bradley, lui. Hein. Ouais. Tu vois, il y a le côté pitbull un peu. Ouais, mais... Il est relou. Mais oui, il est relou. Mais c'est bien qu'il est Beverley, tout à fait. Il est plus dans le smooth avec sa longueur. Gilgeous, il est long, et en plus, il est en mode... je vais mettre ton nez dans ma bouche. Il est tenace pendant tout parce le match, que en fait. Il a 19 piges, donc forcément, clair. Ouais. Ça a tapé les Bucks. Ça a tapé très bien les Bucks à domicile, donc au Staples Center. Ça a tapé les Warriors. C'est un gros match, hein. Ça a tapé les Warriors et c'est un match référence parce que tu vas en prolongation et t'es à l'origine de l'explosion potentielle. Donc ça, c'était très bien. On n'est pas là, mais d'une embrouille en tout cas. Tout à fait. T'as tapé le Thunder, t'as tapé les Rockets, qui se font taper par pas mal de monde. Tu les as pris au bon moment. Tu les as pris au bon moment et tu leur as mis une rouste au Toyota Center. C'est bien. Les Spurs aussi. Il faut continuer en fait. Ouais. Il va y avoir un joli programme là à venir, notamment si je dis pas de conneries. Il y a notamment un gros match ce soir à Washington. Contre les terribles Wizards. Non mais Marcin Gortat de retour. Tu parles.
Marcin Gortat contre John Wall, premier écran, mec. Ouais. Premier écran, ça peut partir en couille. Ouais, c'est bien ça. Je pense. Ah bah, ratez pas ce match, hein. Ah non, il faut regarder ça. C'est immanquable. C'est ce soir, franchement, non, mais je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Et justement, tu joues le 23 à la novembre contre une petite équipe dont on va parler tout de suite, les Memphis Grizzlies. Ouais. Parce qu'on est donc là aussi sur 11 victoires et 5 défaites. Ouais, parce que là, les ours, dans leur plus pur style d'ours, ils jouent comme des ours. Mais ça fait chier tout le monde. C'est-à-dire jouer comme des ours, hein, donc l'équipe la plus lente de NBA. Elle est 30e, il n'y a pas de débat. 30e pace, il n'y a pas de débat, t'es à 95 alors que tout le monde joue plus vite et tout. Mais en même temps, t'as la 3e meilleure défense en termes de defensive rating. Après, il y a d'autres stats qui... Ouais. Mais t'es dans cette tendance, quoi. T'es dans une top 5 défense, clairement. T'as récupéré la base qu'on connaît depuis des années, il n'y a pas de surprise. T'as Marc Gasol et Mike Conley, donc t'as une des meilleures défenses de l'NBA, quoi. Les mecs sont incroyables de connaissance et d'ouverture des mauvais angles. Comment on guide les copains aussi. C'est horrible, ouais. Et donc autour, t'as un Garrett Temple qui s'éclate là dans ce genre d'équipe parce qu'il a des responsabilités un minimum offensives et il se défend sa défense. Shelvin Mack. Les Dylan Brooks, les Shelvin Mack, tout ça. Brooks qui est blessé là maintenant, fait chier. Il est blessé, mais il y a un autre Brooks du coup qui joue plus. Marshon, tout à fait. Il est moins défensif, mais en attaque, il est intéressant. C'est Wayne Selden aussi qui a pris pas mal de minutes. Jamichael Green, il a été blessé. Bah c'est pas grave, on va faire jouer le rookie Jaren Jackson Jr. Alors offensivement, il est déjà intéressant. C'est pas mal, quoi. Je veux dire. C'est très bien. C'est très bien. Enfin, bon, c'est pas forcément le mec le plus productif en stats purs. Mais putain, défensivement, la paire qu'il fait avec Marc Gasol, c'est ultra relou. Enfin, on peut remettre toute la défense sur les anciens qui sont là à nouveau, mais putain, Jaren Jackson Jr., c'est relou. Déjà, il pèse. Et Garrett Temple aussi, hein. Ah non, Garrett Temple. Non, mais attends, mais même tu vois, il y a eu beaucoup de. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Il y a eu beaucoup de points d'interrogation sur le contrat qui a été donné à Kyle Anderson, qui n'a pas été matché par les Spurs cet été. Je suis un peu déçu en attaque. Par contre, il bosse. Par contre, c'est pas la 3e défense de NBA pour rien. C'est-à-dire que Kyle Anderson, il doit avoir quoi, un des 5 plus gros temps de jeu de Memphis cette saison, je dirais, un truc comme ça, à 28 minutes ou 25-28 minutes. Ces eaux-là, et défensivement, c'est relou. Parce que pareil, en fait, il y a beaucoup de joueurs très cérébraux, quoi. Garrett Temple, où que tu ailles, les gens disent, c'est un mec trop intelligent. Il sait jouer. Trop intelligent, ça sait jouer. Gasol Conley, Conley, y a leur rien réputation à dire. n'est plus à refaire. Tout à fait. Jaren Jackson Jr., c'est le plus jeune, mais tout le monde parle de sa maturité parce que en termes d'approche, il est tellement mature déjà. Il s'entraîne avec Marc Gasol, quoi. Et tu t'entraînes avec Marc Gasol. On en parlait pendant la pré, on était là genre putain. La blessure de Jamichael Green a fait grave. On s'est foutu de sa gueule avec ses 50 Alors attends. Non, mais on n'y est pas encore. Oui. Mais n'empêche que en termes de tendance, tu y es. Ouais. Tu te rapproches gentiment. On s'est foutu de sa gueule, mais. Oui. Ouais, dans les tendances aussi, Chandler Parsons n'a joué que 3 matchs. Hein. Ça, c'est un running gag. Ça, ouais, ça c'est un running gag. En même temps, franchement, honnêtement, t'as besoin de lui là ? Non, même Caspi, les quelques minutes qu'il a, Ivan Rabb et tout, ils essayent de se débrouiller, tu vois, bien sûr. Et peut-être Joachim Noah. Ça serait marrant. C'est tombé là en début de semaine et ce serait pas con, putain. Parce qu'en fait, en soi, Joachim, on lui en a voir dans quel état il est physiquement. Bien sûr. Lui, ça fait des mois, on l'a vu cet été, rien que ça s'entraînait torse-poil avec... S'il y a bien une équipe dans laquelle l'autre il peut débarquer avec son énergie, c'est même ça peut être énorme. Ça peut être trop bien parce que leur secteur intérieur, vraiment, si tu regardes bien, t'as Marc Gasol, Jaren Jackson Jr. et je demande à n'importe Michel Green. Et tu rajoutes Noah, c'est bien. Ouais, mais genre, il n'y a pas de vrai backup derrière Marc Gasol. Si tu rajoutes Noah, en fait, c'est pas si mal. Hein. Ouais, mais je pense que Memphis, ils sont un peu flippés, s'il y a des fans qui veulent répondre à ça notamment, qui sont un peu flippés des minutes quand il n'y a pas Marc Gasol et qu'il essaie un peu JB Bickerstaff, dont on va parler, avec Omri Caspi, Ivan Rabb. De bricoler un small ball. Ouais. De bricoler un small ball. Ouais, mais ça marche pas bien. C'est ça. Mais Noah, alors que 12 minutes de Joachim Noah, tu étais content. En plus, Noah, bon, je te dis défensivement, faut voir dans quel état de forme il est. Par contre, en attaque, Noah, c'est un joueur collectif, c'est pas un joueur qui croque, il va lâcher le ballon, il va faire des écrans. C'est tout ce dont ils ont besoin. Hein. Claire. Ça peut grave le faire. Faudra suivre le dossier. Hein. C'était notamment nos copains du New York Times et Mark Stein qui en parlaient ce lundi. Donc la possible signature. Ça fait quelques jours que Noah et les représentants de Memphis discutent. Franchement ouais, tu passes de New York à ça, donc sous médiatisation, des minutes possibles, capacité à pouvoir vraiment bien se remettre dans le bain. Et puis, je veux dire... Une team qui gagne un peu. Après, attention à la poisse. Hein. Et on peut difficilement lui souhaiter mieux à Noah, en fait. Ah, c'est clair. Et merci Memphis de doser. Hein. Parce que c'était vraiment un des dossiers les plus pourris de ces derniers mois / années avec New York et toute la surmédiation. C'était compliqué pour Joachim. S'ils le prennent, ils vont lui filer un minimum vet. Ils prennent pas non plus des risques de ouf. Hein. Bien sûr, non, c'est 10 gros risque. Hein. Bien sûr, et même sur les responsabilités, ils vont lui donner 10 minutes. Vois, voilà. Et s'il fait chier, il joue pas pour tu next, voilà, tout à fait, tu DNP jusqu'en avril. Voilà. Mais faudra voir. Et donc en effet, dans le jeu, c'est marrant que tu mentionnes cette histoire de pace parce que Memphis, dans cette évolution de la NBA ultra rapide, à contre-courant les mecs, rien à branler.
Donc les rien à Wolves jouent vite, essaient de scorer beaucoup. Ils ont mis 87 points contre Memphis, ils ont perdu 100 à 87. Ouais. Les Mavs qui jouent relativement vite également, ils ont mis 88 points et ils sont pas les seuls. Faites les comptes de toutes les équipes qui n'ont pas mis 100 points. Denver, Jokic, il a vécu un cauchemar, mais c'était un peu chelou. Mais il a mis 87 points. Toutes les équipes qui n'ont pas mis 100 points contre Memphis cette année. Denver a mis 87 points. Faut bien comprendre que le 100 points avec cette pace actuelle, le 100 points d'aujourd'hui, franchement, c'est le 80 points d'hier. Clairement. Franchement, c'est un truc de fou. Ils ont limité beaucoup d'équipes et ils en ont profité aussi en tapant du monde aussi parce que t'as joué quand même 2 fois les Suns, t'as joué les Hawks, etc. Donc il y a des J'estime qu'ils ont eu un calendrier un peu moins balèze que les Clippers. Un petit peu moins. Non mais tu vois, les Clippers, on a fait le compte, là, ils ont quand même déjà fumé du gros. Bien sûr. T'as tapé Milwaukee. Tapé Milwaukee. C'est 2 équipes qui ont tapé Milwaukee. Et taper Milwaukee cette année, c'est pas un truc facile. D'ailleurs, Milwaukee qui est tout en haut de la conférence Est. Bien sûr. Non, c'est vrai, c'est 2 équipes qui ont tapé Milwaukee. C'est ça. Après, l'aspect dont on n'avait pas trop parlé, et là on peut faire un petit peu de transition là-dessus par rapport aux 2 effectifs, parce qu'il y a un sujet quand même qui le concerne là, c'est marrant de voir que beaucoup de rumeurs qui avaient été faites de début de saison et depuis des mois autour de Marc Gasol, on en parlera peut-être d'ailleurs dans une autre vidéo. Enfin, moi j'entends rien là sur Marc Gasol. T'as pas l'impression que tu abordes le mois de février en te disant oh là là. Ah oui, d'accord. Parce que quand même Marc Gasol va être en fin de contrat. Il a pas une player option là. Il a une player option, mais peut-être qu'il va la prendre. Il est pas en soi en fin de contrat, mais je veux dire Marc Gasol est en droit de demander un nouveau deal. Non pas que je demande un deal plus gros, mais il a 34 piges. Ouais, tout à fait. Donc je veux bien voir à combien elle est sa player option. Elle est à 20. Elle est à 20 millions. Je sais pas. Je pense qu'elle a 20 millions la dernière année de Marco. 25,5 millions. 25 millions. Il va la prendre sans réfléchir. Sans réfléchir, il va la prendre. Non mais donc ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, il n'y a pas de discussion. Oui, voilà, mais il y a grâce aux résultats aussi, il y a de moins en moins de talk autour de est-ce que tu gardes cet axe-là, quoi. Et donc en effet, Robert Perra, comme tu le disais, qui parle de 50 victoires et. En fait, Pépère, on s'est moqué, mais attention. Non, parce que Gasol 34 piges, Conley 31 pardon. Ouais. Voilà, ce sont des joueurs qui ont des très gros contrats et c'est leur dernier à ce niveau. C'est leur dernier barou. Non mais à ce niveau de contrat. Après ils peuvent avoir d'autres contrats derrière, ils peuvent traîner en NBA. Et vu leur style de jeu, ça peut jusqu'à 40 piges. Leur intelligence et leur expérience. Il n'y a pas de problème. Bien sûr, mais par contre pas à ce prix-là. Non. Mais donc c'est pour ça que je te dis Gasol 25 millions l'année prochaine, il va pas réfléchir longtemps. D'ailleurs on a à peine parlé de Mike Conley, mais. On va en parler là. C'est QFD. Le mec est sur 2 jambes. L'année dernière, tu vis un cauchemar total parce qu'il loupe 70 matchs. T'as Mike Conley. Milwaukee, il les termine. Il y a plein d'équipes qui l'a terminé et ça y est, c'est le Mike Conley qu'on connaît à 20 points de moyenne avec de la grosse défense. Défenseur, qui score un peu, qui met ses tirs. C'est trop propre. Non, c'est très propre. Bickerstaff. Et encore, il shoot pas. On dit c'est très propre. Ses pourcentages au tir sont pas dinguissimes. Non, bien sûr, parce qu'il a plus de responsabilités, donc il a un peu plus de croquettes. 40% au tir ou 42, un truc comme ça, c'est pas dingue. Mais il est là, il tient la balle, il fait pas d'erreurs surtout. Mike Conley, pas beaucoup d'erreurs. L'autre, son ratio erreur, bonne décision. Quand tu regardes un match de Memphis, t'es là. Tu peux attendre les erreurs de Mike Conley, mais dernière erreur, Mike Conley. C'est ça. Je crois que c'était au dernier match. Les erreurs. C'est pas flippant, beaucoup. Bien sûr. Donc c'est surtout ça en fait. Bickerstaff, on en a parlé pareil. Beaucoup de fans de Memphis qui étaient, et on va voir ce que ça va donner sur la suite de la saison. Bickerstaff qui a été donc gardé en étant intérimaire l'été dernier, enfin le printemps. Pareil, très sceptique. Pour le moment, ça va. Ça va. C'est pas révolutionnaire, mais ça va. Non. C'est bien pour la défense. C'est du Conley Gasol quand même. Ce que je veux dire par là, c'est quand même beaucoup le star system un petit peu. Par rapport aux Clippers dont on a parlé, où il y a quelque chose, tu sens qu'il y a un truc global qui s'est développé. À Memphis, t'es sur du Conley Gasol et consort. Ouais, mais c'est normal en même temps. On ne lui retirera pas quand même le fait que là l'ambiance a l'air d'être bonne dans le vestiaire par rapport à il y a 8 mois. L'ambiance a l'air d'être bonne, tout à fait. Oui. Ça c'est bien. Après tu gagnes des matchs aussi. Je crois que c'est un players coach d'ailleurs, beaucoup le disent. Bickerstaff, t'es pote avec. Houston quand ils l'ont eu, ça a pas trop marché, mais par contre ils allaient en boîte ensemble. C'est ça. Mais par contre t'allais au mariage avec JB et ils te servaient des verres quoi. Ouais. C'est un bon copain. C'est pas mal Memphis. Après là sur le programme, donc il va y avoir 2-3 petits déplacements sympas. Tu vas à San Antonio, tu joues en back-to-back les Clippers au Staples Center. Très sympa ça. Et après tu vas avoir du Toronto, du Philadelphie, encore les Clippers. Ouais, t'as des gros matchs quoi. Oui. Et donc du coup vient la question suivante. La grosse question, on veut bien votre avis. S'il devait y avoir une de ces 2 équipes sur laquelle vous mettez votre stack, votre petite bourse remplie d'argent, et vous dites, celle-là, j'y crois un peu plus que l'autre pour qu'elle continue sur sa bonne tendance. Pas 60 victoires, mais celle-là, je miserais bien. Laquelle la tienne ? Plutôt les Clippers. Ah,
cool parce que moi je suis plutôt pour Memphis. Plutôt les Clippers. Non pas que je pense que Memphis va s'effondrer ou quoi, je respecte à fond là, ce qu'ils font sur ce début de saison. J'ai quand même l'impression qu'une petite blessure sur un joueur important est beaucoup moins grave chez les Clippers que chez les Grizzlies. Oui. Donc, dans une saison NBA, des équipes qui traversent une saison NBA entière sans blessure, il y en a quasiment jamais. Oui. Donc, et c'est pas ce que je souhaite, mais si demain Conley ou Gasol doit rater 10 matchs, 15 matchs, tu vois. Non, c'est relou. Genre la petite cheville qui tourne, tu sais, le truc à la con là, tu marches sur le pied de quelqu'un, le truc pas grave mais qui te fait rater des matchs. Quand t'as 30 piges parce que ça parce dure que beaucoup en plus plus tu longtemps. reviens moins vite et tout ça et tout ça et tout ça et tout ça, t'es un peu moins fit et petit patata. Je pense que c'est beaucoup plus grave pour les Grizzlies si ça arrive sur un de leurs deux joueurs forts que sur les Clippers, parce que déjà les Clippers, genre, c'est qui les deux joueurs les plus importants, Gallo et Harris? C'est qui, Gallo, Lou et Harris? Lou et Harris. Harris et Montrez, Oui. que déjà on sait pas. Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc mettons demain, je dis n'importe quoi, Gallo, là on se moquait et tout, Gallo nous fait sa petite blessure annuelle. Je pense que les Clippers peuvent continuer Tout à fait. sur le même genre de régime, le même genre de jeu. Ouais. Demain, Marc Gasol rate 10 matchs. Non, on j'aime verra, bien bien Ivan sûr. Rabb. Peut-être que Jaren J'aime- Jackson Jr. sera en 20-10-4, évidemment, puisqu'il arrête pas de nous prévenir à 40% à 3 points, évidemment. Non mais peut-être, mais tu vois ce que je veux dire, Bien sûr, genre, bien sûr. j'ai un peu plus de réserve sur la profondeur de l'effectif de Memphis. Très bien. Voilà. Bah, je t'avoue que je prends Memphis pour une raison simple, c'est que j'adore l'attaque de Doc Rivers, etc. Mais ils sont tous en feu. Enfin, je veux dire, Memphis, ils peuvent défendre comme ça toute la saison. Ils s'en battent les Ça, couilles, c'est ils vrai. connaissent leur truc. Tout à fait. Donc ils peuvent défendre comme ça jusqu'en avril. Ils vont faire, allez-y, venez les gars, venez au FedEx. Vous allez mettre 85 points. On va essayer d'en mettre 92, comme ça on va gagner. Je trouve qu'il y a beaucoup de gars aux Clippers C'est vrai. notamment qui sont très en chauds feu, et ouais. je sais pas si Gallo va faire une saison à 46% à 3 points et Tobias aussi qui est chaud et Lou, enfin ils sont en feu tous et donc il y a cet aspect là avec un autre aspect aussi, c'est que là on en a parlé très rapidement je crois qu'en effet le management des Clippers va garder tout le monde si possible toute la saison. Mais j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils passent eux la deadline. Tobias Parce qu'entre Harris. Boban, Beverley, Tobias Harris, tout Ouais. ça c'est libre. Surtout Tobias Harris, je trouve. Ouais, genre, Non, tu mais fais quoi de pas de qui va Bev peut-être être courtisé. Ouais, pas de Bev. Pas de Bev, c'est sa dernière année à Voilà. 5 millions. Hein. Quelques gars un petit peu qui sont allés chercher comme ça, alors que Memphis, je crois qu'ils se Non, mais connaissent, t'as ils raison. sont safe. Memphis, il y a plus d'incertitudes sur la profondeur de l'effectif. Mais le jeu est plus et safe. les Clippers, je trouve. il y a plus d'incertitudes C'est sur ça. la continuité du groupe. C'est ça. Non, mais je suis d'accord. En tout cas, c'est très bien, les deux. Bravo aux fans, surtout qu'ils profitent. Hein. Donc, Memphis, meilleure équipe du Tennessee. Los Angeles, les Clippers, meilleure équipe de. Pas de Californie, mais. Si, Non. aujourd'hui de Californie. Si, de Californie. Mais aujourd'hui. Hein. Enfin, ils sont en bataille avec les Kings, quoi. Pour le titre de meilleure équipe de Équipe Californie. de Californie, tout à fait, puisque San Ça, c'est Francisco spécial et Oakland casse ne dédié sont aux fans pas- des Lakers. Et des Warriors aussi, Et mine des de rien. Warriors, ouais. Donc, n'hésitez pas à balancer aussi vos petits avis sur ces deux équipes. Nous, on va devoir enchaîner, on a d'autres petits apéros. Allez. Bravo pour ce début de saison, il faut continuer. À la prochaine. Ciao.